Shalom les Shalom à toutes et à amis. tous. Ah bah vas-y. Non, non, vas-y, c'est toi. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on a le plaisir de retrouver Eliezer Charodotsky et tu nous parles des accords d'Oslo et comment faire tchouva sur les accords d'Oslo. Bechavod. Oh, shalom les amis. Tout d'abord, ce qui se passe, c'est de l'ordre du miracle. Pourquoi? Parce que dans tout Euphrate, il n'y a pas d'électricité, y compris dans le quartier où on habite, y compris dans la maison, sauf dans cette chambre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le Et c'est le marché. Bagat, c'est grâce au Bagat qui veut que tu mettes le cours. Je pense qu'ils auraient été les premiers à vouloir l'annuler. Mais, enfin bon, yalla, on y va. Alors, je pense que faire tchouva sur Oslo, je voudrais prendre quelques pas en arrière pour, euh, euh, pour voir effectivement qu'est-ce que, quel était le changement fondamental que Oslo a, a apporté sur la frise chronologique du développement du sionisme. Et je voudrais commencer par une question, disant, mais en vérité, comment est-ce qu'on mesure le sionisme? Comment est-ce qu'on mesure l'avancée? Comment est-ce que, à quel, avec quel jalon, avec quel étalon de mesure on mesure le succès, le développement, le progrès du sionisme? Si vous voulez dire, voilà, Israël, le mouvement sioniste a progressé de temps et temps en 120 ans. Comment est-ce que vous le mesurez? Ce n'est pas une question rhétorique. Euh, le gars, pourquoi il me dit English? Rien, non, jamais. Euh, euh, vous voulez écrire? Si vous voulez écrire, répondez. Ken, il y a des mesures Ken, euh, qui se font. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit que Israël est, comme disent certains historiens, Paul Johnson, etc., le plus grand succès du XXe siècle, etc. Il y a la première mesure à laquelle on pourrait nous adresser, eh bien, c'est mesuré par la population. Voilà, si on prend par exemple, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 200 ans, début 19e siècle, il y a environ 6 000 juifs dans toute Eretz Israël. 6 000 juifs dans toute Eretz Israël. Okay. Ensuite, il y a des aliyot qui arrivent, des aliyot plus connus, des aliyot moins connus. Il y a des juifs qui viennent de Russie, les aliyot du Gaon de Vilna. Il y a des aliyot moins connus, des juifs qui viennent du Maghreb, des juifs qui viennent d'Algérie. Il y a ensuite ce qu'on appelle la première alia, 40 000 juifs, la deuxième alia, etc. Euh, euh, il y a une progression en nombre. Si on prend par exemple après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une très forte chute, eh bien on est à 58 000. 58 000 juifs en Eretz Israël. Ensuite, avant la Deuxième Guerre mondiale, on est environ 400 000. À l'aube lorsqu'on déclare l'indépendance, on est un peu plus de 600 000, environ 650 000 juifs. 67, en 1967, on est environ 2,5 millions. Et aujourd'hui, on est sur 10 millions d'habitants dans l'État d'Israël, on est un peu moins de 7 300 000 juifs. 7 300 000 juifs, c'est un record. On n'a jamais été autant de juifs en Eretz Israël. Depuis Abraham Avinu, depuis la sortie d'Égypte, depuis David Amelech, et depuis Yanaï Amelech, depuis jamais on était 7 millions de juifs en Eretz Israël. Donc, est-ce que c'est un succès? Oui.
Bien sûr, c'est un très grand succès, un énorme succès, un énorme succès. Est-ce que c'est la seule mesure à laquelle on peut mesurer la réussite du sionisme? Non. On peut en rajouter d'autres. Par exemple, il y a aussi, c'est pas seulement qu'on est beaucoup, mais que, à la différence de tous les autres pays de l'OCDE, des choses qui sont connues, on est le seul pays développé qui n'arrête pas de grandir au niveau de la démographie, où la moyenne des naissances, le taux de natalité de la mère juive dépasse pas seulement le taux de natalité de tous les pays du monde développé, mais aussi le taux de natalité des Arabes en Eretz Israël et de la majorité du monde arabe et du monde musulman également. Okay. On est à près de 3,1 enfants par mère en Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon chiffre? Est-ce que c'est une mesure? C'est une mesure géniale, fantastique, qui mesure l'optimisme du pays, la foi, pas seulement dans le présent et dans le passé, mais la foi dans l'avenir. Tu ne fais pas d'enfants si tu n'as pas foi dans l'avenir. En Russie, par exemple, soviétique, il y avait très très peu d'enfants. Phénomène très intéressant. La plupart, énormément de Olim qui sont venus, même à un âge assez avancé, pour faire des enfants, qui ont fait leur alia, et bien tout d'un coup, ils rajoutent un enfant ou deux enfants. Pourquoi? Parce que avec l'alia, eh bien, on monte aussi en optimisme et donc on fait aussi encore des enfants. OK. Est-ce que c'est une mesure? Est-ce que c'est une unité de mesure valable? Elle est plus que valable. Elle est très bonne. Donc, sur tous ces points de vue, là, le sionisme est une histoire de réussite fantastique. Maintenant, vous rajoutez, par exemple, je ne sais pas, le PIB. Est-ce que je peux partager? Regarde, hein, vous êtes, regarde. Le produit intérieur brut d'Israël, eh bien, où est-ce que c'était? Voilà. Voilà, le produit intérieur brut d'Israël. euh, Vous voyez, je vous donne immédiatement les chiffres. Ça, c'était il y a un an. Vous voyez, Israël, ici, vous pouvez compter en 13e ou 14e place. Le premier, c'est le Luxembourg. Ensuite, pas tout est marqué. Luxembourg, Irlande, Suisse, là, je ne sais pas ce qui c'est, Norvège, peu importe. Israël et devant la Finlande, devant l'Allemagne, devant la France, de loin, etc., etc., avec combien? 58 000 $ par an par habitant. C'est quelque chose, lorsque vous comparez, la croissance économique d'Israël dépasse celle de tous les pays développés pratiquement. Sur les 76 dernières années, on a progressé beaucoup plus qu'ont progressé les États-Unis, l'Europe, etc., etc. Est-ce que c'est un signe de croissance, de réussite? Bien sûr, c'est un signe de réussite unique. D'accord. Alors bon, si on mesure, encore une fois, par la croissance de la population, regardez où on était il y a 100 ans et où on est aujourd'hui. Regardez où on était il y a 3 millions, 2000 ans et où on est aujourd'hui. Incomparable au niveau de la foi, au niveau du taux de natalité, au niveau du taux de croissance économique, du taux de créativité, d'inventivité. Si je vous donnais les données sur le high-tech israélien, eh bien, c'est quelque chose d'incomparable dans le monde. Alors tout va bien. Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ron? Et bien voilà, eh bien ça, c'est si on regarde cet aspect-là. Mais il y a un aspect où on est en perte de terrain, et c'est le cas de le dire, au propre comme au figuré, depuis les 51 dernières années. Depuis 50 ans,
depuis la guerre de Kippour, un peu après, un an après la guerre de Kippour, c'est-à-dire 50 ans, il y a un aspect très important où on est en perte de vitesse. Et cet aspect, c'est l'aspect territorial. C'est-à-dire que même si on est en train de croître dans tous les autres domaines, au niveau territorial, voilà 50 ans, on ne fait que de se rétrécir. Maintenant, prenons un peu un pas en arrière et regardons, et regardons, ayons une perspective historique de cette chose-là. Alors, regardez, attendez, je vais, voilà. Regarde. Euh, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la carte noir et blanc que je vous montre? Là, ce que vous voyez, c'est... Attendez, je vais faire stop share et renouveler pour être sûr que vous voyez ça. Ça, c'est la carte des Moshavot de la première Aliyah. Alors, vous regardez que vous avez le plus au nord. Ici, c'est le Kinneret. Ici, c'est Tzor. Au niveau de Tzor, pratiquement, de Tyr, à Moshavot Yehudiot Befalestina, c'est la première Aliyah. Le plus au nord, c'est Metula. Ici, c'est la vallée de Choula, comme vous le voyez, et tous les un peu moins des 30 Moshavot qui ont été établis par les gens de la première Aliyah, c'est-à-dire entre 1882 et 1903. Là, vous avez Yesudama, là, Rosh Pina, Ein Zeitou, Miron, Tzfat. Tzfat, bon, c'était une ville qui existait. Hein, donc, on voit, il y a en Galilée, il y a autour de Tibériade, hein, Mesra, et puis il y a dans le Sharon, ici, Zichron Yaakov, Al-Juniken, etc. Et puis vous avez en Judée, hein, c'était autour de Jaffa avec Rishon LeZion, avec Pitar Tikva, avec Gadera, hein, et le plus, hein, voilà. Ça, c'est la première aliyah que vous voyez. Donc, comment est-ce qu'on mesure la première aliyah? Vous posez la question au colon de la première aliyah, eh bien, c'est par le nombre de localités de Moshavot qu'ils ont établi. Combien il y a de sacs? Dans le sac Moshava, bien sûr, ça a son importance. Mais l'essentiel, c'est combien il y a de Moshavot. Vous allez voir maintenant la seconde aliyah. Vous voyez, c'est un peu la même carte avec plus de Moshavot qui sont établis autour du lac de Tibériade, la mer de Tibériade, Ken, Migdal, Kfar Chitin, Mitzpah, Beit Gan, Poria, Sharona, Ken, Kinneret, Beitunia, Dgania, etc., Ken, Kibbutzim. Et vous avez ceux qui sont encore dans le Yehuda, Yehuda, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, Sha'araim, Hulda, par Uriah, Ben Shemen, Ber Yaakov, Nachalat Yehuda, Machne Yehuda, En Ganin, et le point le plus au sud, le point le plus au sud, c'est Ruchama. Il y a toute une histoire, comment ça a été établi avec l'aide des Juifs qui étaient à Gaza. C'est Ruchama, encore une fois, ce qu'on voit, comme dans la première Aliyah, la seconde Aliyah, on compte, on mesure le succès de la seconde Aliyah par le nombre de Moshavot, par les centaines, des milliers de dunams qui ont été achetés. C'est-à-dire, on compte
le sionisme en kilomètres carrés, avant tout en kilomètres carrés. Yofi. Maintenant, on peut continuer. Par exemple, vous regardez ce qu'on appelle les Yishuvim de Homa au Migdal. Homa au Migdal, là, je vais immédiatement partager l'écran. Regarde. In. Non, posé. Voilà. Voilà. Donc, Homa au Migdal, qu'est-ce que c'est? C'est entre 1936 et 39, avant tout 37 et 39, Ken, Mapat Yishuvei Homa au Migdal. C'est-à-dire toutes les Yishuvim qui ont été établis pendant la révolte arabe de 36-37 et qui étaient là pour établir la frontière. Vous regardez, il y a une zone tout à fait nouvelle qui, euh, qui fait l'objet de cette opération, c'est le long du Jourdain, au sud de Tibériade. Ken. Et puis, il y a la frontière libanaise. Ken. Khanita, Eilon, etc. Ken. C'est pourquoi? Parce que on sait que la frontière, comme l'a dit Trumpeldor, la frontière passera là où passera où la charrue juive labourera le dernier sillon. Là où passera le dernier sillon de la charrue juive, eh bien, c'est là que sera établie la frontière du Yishuv, la frontière de l'État. C'est-à-dire, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que c'est le territoire qui compte. C'est les kilomètres carrés qui comptent. C'est l'étendue du territoire. Maintenant, on continue, on arrive en 46, eh bien, c'est plus Choma au Migdal, c'est les Echad Asar Nekudot Banegev, c'est les 11 points au sud, Ken, avec Hatzerim, avec Kfar Darom, avec Kibbutz Galon, c'est-à-dire de Gaza à Beersheba et vers l'est, on fixe les frontières du futur État qui doit naître incessamment sous peu, on les fixe. Comment? On les fixe par des Ishouvim. Des Ishouvim où il y a peut-être quelques dizaines de familles, où il y a peut-être quelques dizaines de Chaloutzim. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait là-bas une tour ou une palissade. Ce qui compte, c'est qu'il y ait là-bas un point qui ne puisse pas être évincé par les Britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques aussi sont tenus par le droit ottoman. Du moment que vous établissez un, un- un- comment dire, un point de colonisation avec des poteaux et des toits, zéro, c'est à vous. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire et c'est ainsi que on fixe la frontière du futur État d'Israël. Et effectivement, lorsque lorsque les historiens de l'État d'Israël et du mouvement sioniste viennent dresser l'histoire juive moderne, eh bien, ils se posent la question, OK, quel va être mon étalon de mesure essentiel pour mesurer le mouvement sioniste?
Et il y a une controverse. Il y en a qui disent que ça doit être mesuré par les localités, par l'étendue l'emprise des moshavim, des kibbutzim, des villes, etc., etc. Et puis il y en a qui disent non, ça doit être calculé par une devise démographique, par le nombre de personnes. Et effectivement, léat, après 48, eh bien, on commence à compter le sionisme en personnes. On passe de 650, de 600 000 à 1 300 000, 1 500 000, et ensuite on va et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Bon, c'est comme ça que léat, on commence à compter. Mais, cela dit, nous, quand on regarde avec une rétrospective, et on regarde en arrière, on doit comprendre que jusque 48, eh bien, on calculait le succès sioniste avant tout en monnaie de Ityashvut, en monnaie de points de Ityashvut. C'est pas pour rien que à Bnei Akiva, on célèbre jusqu'à aujourd'hui la Aliyah les Biria. Aujourd'hui, ça fait partie, c'est un quartier de Tzfat, et qu'on célèbre Hanita, et que à Chatzerim, on célèbre les Nikudot Banegev, les 11 points dans le Negev, euh, euh, et, et qu'on célèbre Choma ou Migdal, la tour et la palissade. Pourquoi? Parce que c'était les succès essentiels. Les Britanniques limitaient notre immigration, notre alia, eh bien, on compensait cela par l'emprise sur les terres, par l'achat de terres, la conquête de terres, etc., etc. Le labeur des terres. Maintenant, jusqu'en 67, on peut dire que ces deux éléments, l'élément territorial et l'élément démographique, allaient main en main. Okay? Euh, en 48, les frontières établies grâce à toutes ces opérations de tours et palissades, de 11 points dans le Negev, etc., etc., elles peuvent accueillir les Juifs qui viennent du monde entier et, euh, et qui s'établissent et qui remplissent ces frontières. Il y a beaucoup de débats à ce sujet, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais peu importe. Ces frontières, ces villes qui étaient très petites jusqu'en 48, à part Jérusalem et Tel Aviv, eh bien, tout d'un coup, elles commencent à grandir aussi, les villes en périphérie, les villes, etc., etc. Et puis,
Ouais, c'est bon, Eliezer, slicha. Oh, voilà. Oh, l'électricité, elle est revenue et moi, je suis parti. Mais c'est bon, Toda, Baruch Hashem, on est là. On est là. Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe après 74? Eh bien, c'est une chose très intéressante qui se passe. Voilà, regardez cette carte. Vous avez cette carte de 67. Vous voyez, la carte de 67, elle est très grande, c'est-à-dire les frontières où il y a soit souveraineté, soit emprise, soit établissement de nouvelles localités, eh bien, elles vont de Tel Dan, Ramat Golan, du Hermon au nord, jusqu'au canal de Suez et jusqu'à la mer Rouge, comprennent tout le Sinaï, toute la péninsule du Sinaï au sud. Ce sont nos frontières jusqu'au milieu des années 70. Milieu des années 70, on commence à faire des accords, ce qu'on appelle intermédiaires, avec l'Égypte, où on leur rend d'abord, on leur donne une moitié du Sinaï jusqu'en 82. Tout d'un coup, en 82, on leur donne tout le Sinaï, y compris Taba, à côté de Eilat. Ensuite, il y a donc ça se passe, le retrait du Sinaï, ça se passe en 1982. Ensuite, en 1993, eh bien, c'est les accords d'Oslo. En 1994, les accords du Caire, eh bien, on quitte Gaza, on quitte Jéricho, on quitte ensuite toutes les villes fortement peuplées d'Arabes, sauf Hebron, où on reste 3% de Hebron, ça reste à nous. C'est le cas d'en parler après la paracha Traye et Sarah. En l'an 2000, on quitte le Liban Sud. Il faut savoir que à cette carte-là, depuis 78, il faut rajouter la ligne de sécurité, la bande de sécurité au nord d'Israël, qui comprend une bonne partie du territoire du Liban au sud du Litanie. En mai 2000, le gouvernement de Ehud Barak se replie de manière unilatérale du Liban. Et puis en 2005, on quitte vous en avez parlé au début du cours, on quitte Gaza avec l'expulsion. Oui, on a vu, je ne sais pas si vous avez encore les cartes devant vous. On n'a plus les cartes, mais c'est pas grave, tu peux continuer.
OK, alors on continue, je m'excuse. Bon, là, il n'y a plus d'électricité du tout. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis 60 de la guerre de Kippour, eh bien, Israël est en train de se replier, est en train de perdre du territoire, d'abord du Sinaï, ensuite du Kuneitra, de Kuneitra, j'en ai pas parlé. Le Golan israélien était beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. On avait Kuneitra dans nos frontières, etc. On s'est replié de Kuneitra. Ensuite, c'est le Liban Sud. Ensuite, la Judée-Samarie, etc., etc. Donc, il y a un rétrécissement. Maintenant, si vous ajoutez à ça un point très, très important, c'est que 80% de la population israélienne, eh bien, où est-ce qu'elle vit? Elle vit entre Haïfa au nord et Ashdod, Ashkelon au sud. Elle vit sur quoi? Elle vit au bord de la Méditerranée. 80%, tout le reste, hein, Jérusalem, Beersheba, Tveria, etc., etc., eh bien, ils vivent ailleurs. Mais sinon, Gush Dan, etc., eh bien, c'est plus de trois quarts de la population juive. Ils sont, comme le disent certains, en galoute pnimite. C'est-à-dire, ils vivent là, ils sont orientés sur la mer, ils sont orientés sur l'Occident. Ils ont, que l'a dit une fois, j'ai accompagné dans un voyage Ehud Yahari. Ehud Yahari, je pense que vous le connaissez. Euh, le commentateur du monde arabe sur la télévision israélienne depuis les années 70. Et il était très sympa. Il m'a dit que tous ses amis, ils habitent à Tel Aviv, et puis ils lui ont fait une surprise. Il lui a dit, eh, où viens, on te fait une surprise. Il dit, ouais, très sympa, etc. Ils l'ont amené dans un immeuble à Ramat Aviv. Ils lui disent, voilà, c'est ton appartement. C'est pour toi. Cet appartement, il est pour toi, etc., etc. Yofi. Alors, un très bel appartement avec vue sur la mer, etc. Et puis, il a dit, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, Toda Rabba, mais je reste sur Jérusalem. Mais pourquoi tu restes sur Jérusalem? Tu ne veux pas vivre à côté de nous, etc. Non, non, non. Parce que là, vous êtes déconnecté. Vous vous réveillez avec le bruit des côtes sur la plage, des, 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 la vue des voiles blanches sur une mer hum, azur, etc. Mais moi, je veux me réveiller. Ne pas, comment dire, ne pas me perdre, chas v'shalom. Ok. Eh bien, comprenez, c'est-à-dire, c'est pas seulement que ça fait 50 ans qu'on se rétrécit, mais 80% de notre population, elle vit avec vue sur la mer. Elle vit avec la même vue, je m'excuse de le dire, mais qu'à Juan-les-Pins. Bien sûr, j'exagère, ok, mais pour comprendre, c'est-à-dire, voilà, on regarde la même chose. On a la même vue, c'est-à-dire on tourne le dos à la réalité du Proche-Orient, à la réalité de la civilisation arabe musulmane au sein de laquelle on vit et on gravite. Et c'est une chose très, très grave. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un rétrécissement territorial, mais au sein de ce rétrécissement territorial, il y a un rétrécissement démographique autour de la bande côtière qui, qui nous réduit notre panorama spirituel aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on le voit?
eh bien, on le voit que euh, euh, jusqu'en 67, jusqu'en 74, toute la stratégie israélienne de Ben Gurion, c'était que dès les premiers tirs, il faut faire passer le combat du côté adverse. En 48, toute la deuxième phase de la guerre, après la guerre a commencé le 30 novembre 47 avec contre les Arabes d'Eretz Israël. Et puis on les a boutés. Oh, on est parti en contre-attaque. Ensuite, ce sont les Arabes qui ont attaqué et dès juin 48, eh bien, ils ont commencé à reculer. On a commencé à prendre sur le territoire qui était réservé à l'État arabe par le plan de partage et ensuite même au-delà. Et à plus forte raison en 56 et à plus forte raison en 67, on faisait toujours passer le combat du côté adverse. Pourquoi? Parce que nos frontières, elles étaient trop petites, trop étroites. Maintenant, depuis euh, euh, la première guerre du Liban, eh bien, notre stratégie, elle s'est rétrécie. Toute expansion territoriale est perçue comme quelque chose de néfaste. L'une des personnes les plus importantes peut-être à avoir dit ça, eh bien, c'est Amos Oz. Amos Oz qui a commencé à crier haut et fort contre l'expansion territoriale, même plus que le professeur Leibovitch. Il a commencé à le faire immédiatement après la guerre des 6 jours, dans un livre auquel il a participé, qui s'appelle Siach Lochamim, Parole de guerrier, et qui était des témoignages de personnes qui tous regrettaient la victoire, etc., etc. C'est très intéressant, Ken, mais ce Amos Oz, puis il dit obsède, c'est une personne en soi, un écrivain qui vaut ce qu'il vaut, mais pourquoi lui donner tant d'importance au niveau national? Eh bien, juste pour donner un exemple, c'est vous dire que dès les années 80, pour éduquer notre armée, on a commencé, et nos généraux, etc., on a commencé à y inviter des personnes comme les Bet Yoshua, comme David Grossman, comme Amos Oz. Et dans chacune de ces rencontres, si je me rappelle bien, c'est pas que j'y étais, non, mais je l'ai lu, euh, Amos Oz, il posait la question piège aux officiers. Il disait, qu'est-ce que vous ne pouvez pas obtenir par la force? Ah, ah. Vous qui êtes les spécialistes de la force, quelle est la chose que vous ne pourrez jamais obtenir par la force? Bon, donner des questions par-ci, par-là. Ah, la paix, vous ne pourrez jamais l'obtenir par la force, etc., etc. Et petit à petit, ça a commencé hum, à lézarder les conceptions stratégiques, idéologiques de l'armée, des hommes politiques. Et c'est une idée qui a conquis pas seulement la gauche, mais qui a conquis à droite, la droite aussi. Jusqu'à ce qu'en 2006, après la Seconde Guerre du Liban, lorsque se réunit la commission
Vinograd, et elle interviewe les personnes, elle interviewe les généraux, etc., etc. Et une de ses conclusions, c'est dire, ben vous savez, je vais le dire en hébreu, yesh retiya magit mitfisat shetach. Il y a une réticence magique à la conquête de territoire. C'est-à-dire, il est interdit de conquérir. Ça a ses avantages. On invente le couple de fer, on invente l'interception de missiles, etc., et de fusées ennemies, et blablabla. Mais on ne revient plus sur ses pas. Interdit de penser à la reconquête de Gaza. C'est jusqu'à nos jours. Lorsqu'en octobre 2023, après le méga pogrom du Hamas, le gouvernement s'adresse à l'armée pour lui dire, bah, écoutez, on doit reconquérir. Quelle est la réponse? Bon, on n'a pas de plan. On n'a pas un plan de réserve pour dire, comme on dit, il n'y a même pas de Hava Amina. C'est quelque chose qui est tellement refoulé, rejeté, on n'y pense même pas. C'est-à-dire, on a besoin de semaines ou je ne sais pas combien de temps pour dresser un plan de conquête de Gaza. Slicha, pas de conquête, mais de pchitot, comment dire, de razzia sur Gaza. On vient, on nettoie et on repart. C'est la combienième fois qu'on conquiert Jebalia? C'est la 6e fois, Khaverim. Maintenant, on est à Jebalia pour la 6e fois dans la dernière année. On vient et on repart, on vient et on repart. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réticence, cette peur magique de prendre des terres. Et comme l'a dit Amos Oz, chaque personne qui, pour quelque raison que ce soit, veut conquérir ou maintenir la présence israélienne au-delà des frontières de 49, c'est-à-dire des frontières d'Auschwitz, d'après Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, des années 60, chaque personne, c'est un fou furieux, c'est un fanatique, un messianique, peu importe, même s'il le veut pour des raisons de sécurité, même si c'est uniquement pour des raisons de sécurité. Comprenez? Et là, je vais essayer de vous rejoindre sur le truc parce que je vois que l'électricité est le revenu, hein, j'espère, sans éteindre le téléphone, mais en tous les cas, euh, vous comprenez? Donc, si on veut comprendre Oslo, on doit comprendre ce qui a précédé Oslo. Et ce qui a précédé Oslo, c'est la préférence donnée à la démographie, au dollar, au détriment de la Hitiyashvut et de la conquête de la terre. Quels étaient les seuls qui allaient au contre-courant de cette vision? Quel était le seul mouvement des 50 dernières années qui était à contre-courant de cette tendance? Naturellement, c'était la Hitiyashvut. La Hitiyashvut en Judée, en Samarie, en Ramat Golan. Si tu peux, Johan, si tu peux me donner accès, encore une fois.
Bon, en attendant, je vais le Ok. mettre comme ça, je vais continuer. En attendant que Eliezer ou Johan. quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, si tu peux me redonner accès, s'il te plaît, sur le, Oui, Ah, sur le Marchev, Besséder. Je te ouais, redonne sur sur le le marché. Marchev. Yofi. Besséder. בסדר? יופי, תודה. Yann, mais vous m'entendez? Oui, très bien. Euh, donc, là, je vais partir. Je vais pas garder les deux. Voilà. Merci. Euh, donc, on est là. Et le seul mouvement qui était à contre-courant, eh bien, c'était l'Aïkashvut. C'était Judée, Samarie, Gaza. Et ça a pratiquement arrêté cette tendance ou freiné cette tendance en Judée-Samarie. Ce qui a sauvé la Judée-Samarie, à savoir, et tout le ventre creux d'Israël, Jérusalem, etc., etc., avec tous les slogans Yesh Hazekan, ce qui a sauvé, c'est les 500 000 juifs qui habitent aujourd'hui en Judée, Samarie, Binyamin, Ramat Golan, et jusqu'à il y a 19 ans, 20 ans maintenant, à Gaza. C'est ce qui a sauvé. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un début de retour de la manivelle où on comprend qu'il faut rééquilibrer la démographie par la géographie. Et que pour garantir ces frontières, les dômes de fer ne suffisent pas. Même les hommes de fer ne suffisent pas. Il faut reconquérir des terres. Maintenant, on voit qu'il y a une opposition. Pourquoi? Parce que ça faisait l'unanimité, c'est-à-dire c'est pas seulement un Amos Oz, non, 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 lecha. Non, tous, vous lisez les différents, les compliments qu'écrivent les journalistes de l'extrême gauche, comme Guidon Levy, comme Yoel Marcus du journal Haaretz, pour Benjamin Netanyahu en 2017, en 2018, c'est quelque chose de fou. Pourquoi? Parce que ça fait l'unanimité, à droite tant qu'à gauche. Et aussi, c'est aussi très confortable, très commode pour le pays. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à Sderot, c'est pas très sympa. À Nir Oz, c'est pas très cool d'aller dormir, etc. Mais quand même, on voyait nos enfants combattre dans le bourbier libanais, dans le bourbier gazaoui. Non, ça c'est un peu fort, faut pas exagérer. Et c'est pour ça que dans toutes les opérations, il n'y a eu plus de 10 contre Gaza. Seulement dans une des opérations, on a fait entrer l'armée et pas seulement les forces de l'air. Pour la même raison, de la réticence magique à la conquête de territoire. Oslo, c'est la cristallisation, la mise sur papier logique, doctrinaire, scolastique de cette réticence magique à la conquête des territoires. Parce que qu'est-ce qui fait l'union de toutes ces replis, de toutes ces cessions de territoire? Shtachim Tmurat Shalom. Le slogan Shtachim Tmurat Shalom. Depuis 1974,
C'est ce qui marche. Territoire contre la paix. Vous comprenez? C'est le seul, et même que ce soit Begin, que ce soit Netanyahu, que ce soit Sharon, peu importe. Et à plus forte raison quand il s'agit de Peres, de Rabin, de Beilin, etc. Et de Olmert. Cette vision, elle fait l'unanimité. Euh, Oslo, on va en parler essentiellement grâce au livre de, là je le tiens, de Yuval Bloomberg, Malcode Oslo. Ken, pour ceux qui connaissent pas, regarde. Ouais, attends, je peux pas le mettre, mais le piège de Oslo, un livre de, enfin bon, on va en parler, mais Hashem plus dans les détails. Mais là, je voulais au début parler, présenter au niveau conceptuel, qu'est-ce qui a fait défaut, qu'est-ce qui n'a pas marché tout d'un coup, etc. C'est que on doit recommencer avec le sionisme territorial, si on peut dire, le sionisme de la conquête, à mesurer le sionisme pas seulement par 7 millions, 7 millions 5, pas seulement par 60 000 dollars par habitant, par an, etc. C'est très important, c'est vrai. Maintenant, mesurer territorialement. Pourquoi? Parce qu'on perd du territoire, pas seulement à nos frontières, on le perd aussi à l'intérieur. On le perd dans le Negev, on le perd en Galilée, on perd même dans les villes, on le perd à Lod, on le perd à Ramla, et il faut commencer la reconquête. Mais cette reconquête, elle commence par une reprise de conscience spirituelle de l'importance de la terre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Atkan, je vous laisse la parole. Cette redéfinition du sionisme, c'est-à-dire il faut qu'on revienne un peu aux années 30, 40, 20 pour voir qu'est-ce que c'est, quelles sont véritablement les unités de mesure de notre effort. Ken, à vous les amis. Bevakasha. Johan, s'il te plaît. Il y a des questions? Questions? Les micros sont ouverts, hein. Bon, alors j'y vais. Hein. Ici, Litraot. pas de questions? On attend le deuxième épisode. Mais juste une petite question. Quelle possibilité de résister à l'international? Parce que tout ça, c'est bien gentil. On est pratiquement tous d'accord aujourd'hui. Quelles sont les possibilités de résister à la pression internationale? Aujourd'hui, il y a une unanimité dans tous les pays influents pour être contre cette conquête, justement. L'effort du mouvement sioniste allait toujours à l'encontre de la majorité de l'opinion et de la coalition internationale. Que ce soit à l'époque de Herzl, à part les Britanniques, à une époque, très brève d'ailleurs, personne ne l'a véritablement supporté, ne l'a véritablement soutenu. Je passe sous silence les moments de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'était les catastrophes, véritablement, c'était la Shoah, avec un mutisme total. Ensuite, il y a eu une parenthèse. Il y a eu une parenthèse d'ailleurs très semblable à la parenthèse qu'il y avait eu il y a 3300 ans avec la sortie d'Égypte, avec l'affaiblissement de l'empire égyptien, l'affaiblissement de l'empire hittite,
qui a permis je parle maintenant pas seulement au niveau tanachique, mais je parle au niveau réaliste, qui a permis à quelques millions de Juifs de sortir et de s'emparer d'Eretz Israël. C'est aussi très semblable à la révolte des Maccabim, notre prochaine fête, qui a pu réussir pas seulement grâce à la volonté et à comment dire, à la foi des Maccabim, mais aussi parce que l'Empire grec et l'Empire séleucide, il était mis à mal par les Romains, les nouveaux venus, et il était véritablement relativement faible, ce qui a permis, sur une période de plus de 20 ans, de vaincre cela. Il en va de même en 48. C'est l'affaiblissement des empires, l'affaiblissement de la Grande-Bretagne, les Arabes qui n'ont pas pris du poil de la bête et qui a permis à nous d'émerger. Un concours de circonstances unique aux Nations Unies, etc., etc. Mais ensuite, avant cela et après cela, ensuite qu'on a mis, comment dire, le pied à la porte et on a empêché que la porte soit fermée, eh bien, le sionisme, toujours, avant et après 48, était un mouvement à contre-courant. Regardez De Gaulle en 67, regardez les États-Unis en 73, regardez les États-Unis aux Irak, le bombardement d'Osirak, 81, regardez les États-Unis, notre plus grand allié, en 82, etc., etc. Toujours, Israël et le mouvement national juif étaient un mouvement à contre-courant contre les empires, contre le mouvement. Maintenant, très souvent, et ça c'est aussi une chose très intéressante, l'aval des nations venait après coup. Oh, voilà, vous leur en avez donné pendant la guerre des 6 jours. Bon, bon, on est avec vous. Bécède, bécède. Mais ensuite, Haverim, et la guerre de 73, vous vous rappelez de la crise énergétique? Vous vous rappelez de l'embargo pétrolier contre tous les pays? Personne n'a laissé, sauf le Portugal, personne n'a laissé les avions américains atterrir pour nous renflouer, pour nous secourir, alors qu'on était véritablement dans un piteux état pendant la guerre de Yom Kippour. Donc là, c'est quelque chose. Et pour preuve encore plus fraîche, regardez ce qu'on nous a dit au sujet de Shiba. Vous n'entrerez pas à Shiba. Vous n'entrerez pas à Khan Younes. Vous n'entrerez pas à Rafir. Vous n'allez pas reconquérir le corridor de Philadelphie. Vous n'allez pas entrer au Liban. OK. Vous n'allez pas bombarder l'Iran. Il y a toujours un moment, un concours de circonstances et une unité suffisante du peuple qui peut faire tomber à bas toutes tous les, comment dire, toutes les oppositions. Comment tu expliques le recul du judaïsme? C'est-à-dire, hier, j'ai entendu une conférence d'un type, tout le monde croit qu'il dit, tout le monde me dit que j'ai été éduquée dans le Chinour dati, mais pas du tout. J'ai été éduquée pas du tout religieusement, dans une école normale, et on avait une kippa dans notre cartable, et quand on étudiait le Tanakh, alors on sortait la kippa, et personne n'avait rien à y redire, et on apprenait le judaïsme, et on avait conscience de notre identité juive. Et c'était pas seulement les religieux qui détenaient ça. Et maintenant, j'ai entendu aussi aujourd'hui je sais pas qui, parce que je me rappelle jamais des noms, mais ça n'a pas d'importance, de Misrad Achinour, qui dit il faut enseigner le judaïsme dans les écoles. Comment ça se fait qu'on a complètement abandonné notre identité? Nahon, pourquoi? Parce que après la guerre de Kippour, s'est abattu sur Israël une,
comment dire, un manque de foi dans le sionisme classique. Et puis, on a dit que la seule chose, nos armes, notre armée, notre État ne peuvent plus garantir notre survie. La seule chose qui peut garantir notre survie, c'est de devenir petit à petit une nation comme les autres. Et c'est la paix, c'est la normalisation. C'est la seule chose, option stratégique qu'on n'a pas encore essayé, celle de la normalisation. Et Et en fait, c'est ce qui nous a perdus. voilà, et une des conditions de la normalisation, eh bien, c'est bien d'extraire, d'extirper de notre chinour tout ce qui fait de nous un peuple qui vit à part. Un peuple qui vit à part, à commencer par le Tanakh et à terminer par la Shoah, par l'histoire de la Shoah. Je peux passer. Daniel, Oui. Comment on voit aujourd'hui, avec l'armée, avec tous ceux qui se battent aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui arrive. Moi, je sais, j'ai beaucoup de petits-enfants qui sont à l'armée et ils sont complètement. Je sais pas, j'ai eu un arrière-petit-fils ici, il a appelé Réi parce que la Réoute qu'il a vue pendant tous les mois de Moulouim avec tous les soldats. Alors, comment on peut exploiter ça? Ça doit avoir une influence plus ou moins sur. pas plus ou moins, ça va avoir une influence radicale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment est-ce qu'il faut diagnoser. Comment est-ce que tout d'un coup, il n'y a plus une unanimité sur sur Rumpeldor. Comment est-ce que tout d'un coup, la formule que la frontière passera là où passera la dernière, où la charrue juive labourera le dernier sillon, pourquoi est-ce que cette formule ne fait plus l'unanimité? Parce que le peuple, après les années 70, a commencé à se diviser. Et alors que même le peuplement de Judée-Samarie, qui faisait l'unanimité jusqu'à milieu des années 70, eh bien, avec le temps, ça s'est effrité. C'est devenu le drapeau, l'étendard de Begin, et a fortiori, c'est devenu l'anti-drapeau du parti travailliste. Il commençait à se faire une division au sein du peuple. Une division qui n'était pas là jusque-là. Maintenant, peut-être que l'unité qui était jusque-là, qui régnait jusque-là, n'était pas entière. Peut-être qu'il était un peu contre l'ennemi extérieur, comme pendant la guerre des 6 jours. Peu importe. Mais effectivement, il y a eu une division qui a commencé à s'accroître. Ensuite, avec la première guerre du Liban, et ensuite avec la première intifada, etc., et avec Oslo, il y a eu une division qui a commencé à s'accroître et où toute une partie de la population a pris position contre, contre la valeur de la terre. D'accord? Ça va ensemble. Le peuple, la Perse et la terre, ça va toujours ensemble. S'il y a problème avec la terre, regarde, il doit y avoir problème avec le peuple. Et s'il y a réparation et rétablissement de l'unité du peuple, eh bien, attend le rétablissement de la valeur, dans la perception de la valeur de la terre. L'unité du peuple ne pourra pas aller sans l'unité autour de la terre. Et ça, on le voit.
On le voit très bien. Ceux qui vont aux manifs contre le gouvernement, contre ci, contre ça, vous voyez, c'est des personnes très souvent beaucoup plus de la vieille trempe, etc. Je ne vois pas beaucoup de soldats là-bas. Les soldats, la nouvelle génération, c'est des personnes que vous voyez beaucoup plus aujourd'hui, même s'ils sont de gauche et de droite, etc. Peu importe, vous les voyez beaucoup plus euh, dans d'autres horizons. Pas seulement dans ceux qui veulent retourner à Gush Katif, bien qu'il y en ait beaucoup. Ken. D'ailleurs, ça vient de l'armée. Ceux qui plantent des arbres à Gaza, ceux qui veulent prendre possession de cette terre, on parle maintenant du Liban Sud, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui devient de plus en plus légitime, en général. Peut-être pas sur le Arutz 12 ou Galei Tzahal, mais dans le peuple, oui. Grâce à ce que vous dites, Daniel. כן, זה בולט. Voilà. Merci beaucoup. Xavéry, merci à vous. Merci Sorot beaucoup. Tovot.